Bonjour, merci beaucoup d'être là en cet après-midi. Bienvenue à cette conférence sur le thème « L'autoconsommation partagée, un pas de plus vers la Smart City ». C'est un thème original, mais qui est un peu la marque de fabrique de Cardam et de Cardam Digital dans la définition des thèmes de conférence. Alors si, comme moi, vous n'êtes pas tout à fait sûr de maîtriser les contours de l'autoconsommation partagée, vous êtes dans la bonne conférence. Si vous êtes en revanche un partisan, un usager ou tout simplement un fin connaisseur de cette nouvelle manière d'échanger l'énergie, rassurez-vous, vous êtes aussi au bon endroit. Bienvenue, messieurs. Et plus sérieusement, je suis très heureuse cette année encore de modérer cette conférence de Cardam et de sa filiale Cardam Digital. Je le rappelle, première entreprise de services numériques dédiée à l'industrie immobilière. Alors, plus que jamais impactée par la crise énergétique, la filière de l'immobilier a pris conscience de la nécessité, mais aussi de la valeur de mieux piloter la consommation énergétique de ces bâtiments en fonction de l'usage. C'est un peu nouveau et c'est un peu le fil rouge aussi cette année. Dans ce contexte foisonnant, mais on ne va pas se mentir, un peu préoccupant, on assiste à un essor d'infrastructures connectées qui sont capables de faire converger les données à la fois d'usage et les données bâtimentaires en faveur d'un fonctionnement plus rationnel de ces immeubles. C'est une réalité. Avant de nous plonger dans cette nouvelle pratique, dans cette nouvelle étape sur la route de la Smart City, laissez-moi vous présenter notre plateau. Alors Éric Jouzeau, vous êtes CEO de Wise Energy Group, une société de conseil qui est spécialisée dans les énergies renouvelables. Vous êtes un spécialiste en bâtiments intelligents et en énergie et vous étiez à la recherche d'un partenaire capable et légitime. Alors vous l'avez trouvé avec Cardam Digital. Pascal Zerates, vous êtes le CEO. Et puis Alexandre Fund, vous êtes directeur Smart Building également au sein de Cardam Digital. Ensemble, Wise Energy et Cardam Digital, vous avez lancé une offre d'autoconsommation collective. Celle-ci doit permettre à la fois aux propriétaires et aux exploitants de l'immobilier professionnel de répondre à de forts enjeux environnementaux, enjeux réglementaires et enjeux économiques en agissant sur deux leviers principaux, l'autoproduction et l'autoconsommation. Alors on va commencer, messieurs, par, avant de présenter les contours du partenariat, par parler de ce marché de l'autoconsommation partagée. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Qui en sont les acteurs? Et puis, quels en sont les enjeux? Qui veut commencer? Allez, Éric Jouzeau. C'est un marché qui est énorme et qui n'est pas encore mature. Donc c'est un gros potentiel, un gros terrain de jeu. Globalement, c'est tous les toits des professionnels de France. Okay. Le marché potentiel, accessible. Aujourd'hui, c'est un marché qui est en forte croissance. L'autoconsommation collective, c'est le terme officiel que Enedis lui donne, a cru x2 il y a 2 ans, x3 l'an dernier. Okay. Avec une augmentation à la fois du nombre de projets déposés, mais aussi de la puissance moyenne des projets qui s'engagent. Alors c'est lié un peu à l'évolution de la réglementation, mais c'est aussi lié à des segments qui s'ouvrent. On avait initialement, historiquement, essentiellement des centrales villageoises et des toits de particuliers qui se groupaient pour partager de l'énergie. Maintenant, on assiste à des projets d'ampleur et qui sont tirés vers des acteurs qui veulent faire des choses encore plus grosses que ce qui est fait aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un marché potentiellement super intéressant. Voilà. Les acteurs, aujourd'hui, ils sont peu nombreux? Oui, il y a peu de players. Il y a la partie aval les installateurs de panneaux qui font partie de cette filière et qui sont une cheville ouvrière importante. Parfois un point de blocage parce qu'elle n'est pas encore assez développée, cette filière. Et puis, dans les gens qui organisent l'autoconsommation, il y a des gros qui veulent faire des gros projets. Et puis, il y a quelques petits régionaux qui font des choses un peu comme ce qu'on commence à faire. Et voilà, et c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas une douzaine d'acteurs, quoi. Oui, on peut peut-être juste repréciser, nous, comment est-ce qu'on est venu sur ce marché, côté Cardam Digital, avec la connaissance d'Éric. Donc, au départ, nous, on fait du smart building, pilotage énergétique du bâtiment tout court, avec la prise en compte des parcours des occupants pour
gérer voilà, l'efficacité intrinsèque de ce bâtiment, sur la qualité de vie au travail, etc. Donc je ne vous refais pas ce que vous entendez sur le smart building depuis déjà le début du CIMI, et peut-être bien avant. Et en fait, on a eu deux sujets qui nous ont mis le pied à l'étrier sur la Smart City. Le premier, c'était la gestion des parkings, parce que quand on gère un bâtiment, quand on digitalise un bâtiment et qu'on gère le parcours d'un collaborateur et d'un occupant, la dimension du parking, il faut l'embarquer. Et on a vu beaucoup de projets d'ailleurs où le parking n'était pas embarqué. Et bon, bah, nous, en tout cas, c'est notre mindset. Et quand on parle de parking, il faut être capable, à un moment donné, de faire déborder le trafic d'un parking privé sur un parking public. Donc d'aller s'interfacer avec les systèmes d'information des prestataires de services, des opérateurs de parking public. Donc ça a été le premier pied à l'étrier. Et le second, ça a été cette dimension d'autoconsommation collective, puisque le bâtiment tertiaire, qui devient un centre de service, eh bien, il génère de l'électricité. Et on s'est dit, voilà, comment organiser le circuit court de la production énergétique. Voilà. Et réglementairement parlant, ça devient possible. Et donc, on a signé un premier projet. Parce que bon, c'est bien d'en parler, mais c'est mieux de faire. On en parlera on en parlera après. Et on en est arrivé justement à mettre les mains dedans. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est on a détourné, on a fait pivoter nos plateformes logicielles pour pouvoir opérer l'autoconsommation collective sur une zone, ce qui est parfaitement faisable. J'expliquerai après également. Et ça nous a amené donc justement à ce premier projet et à industrialiser aussi le modèle, parce qu'un projet c'est bien, industrialiser c'est quand même beaucoup mieux. Les enjeux de ce marché nouveau, comment vous les définiriez ? Les enjeux, nationalement, on a signé des choses. On s'est engagé à avoir un mix énergétique qui inclut beaucoup plus d'énergie renouvelable que ce qu'il inclut aujourd'hui. L'enjeu, c'est d'arriver à faire ça avec de l'adhésion à la base. Et je crois que j'avais dit par provocation que c'était le seul moyen de le faire. Ouais. Alors pourquoi c'est le seul moyen crédible d'atteindre le mix énergétique fixé par la France ? Parce que c'est le seul où on commence par générer de l'adhésion avant de le faire. Si on veut faire un parc d'éoliennes, un grand parc d'éoliennes ou une grosse centrale solaire, on commence par acheter un terrain, se fâcher avec les voisins et puis après on discute. Et là, on commence par générer de l'envie dans un groupe de PME, d'industriels, et ensuite on fait. Et c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace et on sent bien qu'après ça roule plus facilement. Juste pour rebondir sur les enjeux, Pascal mentionnait d'un côté les parkings pour la Smart City et de l'autre côté l'autoconsommation collective. Depuis mars, il y a une loi qui oblige les parkings à se doter d'ombrières. On sent bien qu'il va falloir qu'ils mettent aussi des bornes de recharge. Et on sent bien que là, la jonction de tout ce monde-là, ça ne va pas se faire en gérant de la paperasse. Hein. C'est évidemment du digital qui va gérer les échanges, les rémunérations de tout le monde et la fluidité de ça. Et donc, ce qu'on fait là, c'est préparer ce futur-là. Voilà. Alexandre, vous voulez réagir à ce nouveau marché avant d'entrer un peu plus précisément dans les contours du partenariat qui vous unit à Wise Energy. Comment vous appréhendez ce marché qui naît et qui nous met sur le chemin de la Smart City ? Ce que je peux peut-être ajouter, c'est donner quelques éléments sur l'histoire, la façon dont finalement ce projet-là, parce qu'on va parler de Sassenage un petit peu plus loin, déjà en dévoiler au moins les contours, en termes de bénéfices et en termes d'impact économique. Les choses se sont faites finalement assez simplement parce que l'initiative est née d'un hôtelier. Un hôtelier qui, dans le contexte d'augmentation du prix de l'énergie que l'on connaît aujourd'hui, lui l'a vécu de plein fouet, puisque son coût énergétique est passé de 30 000 euros à 90 000 euros sur une année. Et ça veut dire que plus 60 000 euros de coût énergétique a eu un impact immédiat sur sa trésorerie et sur son résultat. Donc là, il s'est dit, cet hôtelier, problème à l'instant T, mais quand il s'est projeté dans l'avenir, il s'est dit, mais ça va être la même chose rebelote l'année suivante, ainsi de suite, et voire même une augmentation.
Donc là, la première façon d'y répondre, pour lui, ça a été déjà de réfléchir avec nous sur du photovoltaïsme, c'est-à-dire mise en place d'énergie renouvelable classique. Comment est-ce que je peux diminuer ma facture en autoproduisant une partie de mon énergie? Et assez rapidement, on s'est aperçu que ça c'était intéressant, que le deuxième élément, c'était du pilotage pour essayer de réduire certains postes de charge, ce qui était expliqué précédemment, donc ça très bien. Et puis, ensuite, vient la question du ROI. Et là, on s'est aperçu, en travaillant avec lui, que l'autoconsommation collective était un moyen de réduire encore la dépendance énergétique, en cette fois-ci faisant de l'équilibrage avec les voisins. Donc finalement, l'enjeu, il est avant tout économique, même s'il y a un enjeu en effet écologique derrière tout ça. Mais le premier enjeu que ce client-là a perçu, il était économique. Merci pour cette précision. Alors, je voudrais revenir un peu sur les contours de ce partenariat. On va prendre un peu de temps pour le détailler. On estime qu'en 2023, un pilotage énergétique des bâtiments en fonction des usages permet de réduire leur consommation d'environ 30%. C'est pas rien. Aujourd'hui, Cardam Digital et Wise Energy proposent de franchir un autre palier dans la lutte contre la hausse du coût de l'énergie en agissant en amont sur sa production, en interne sur la consommation et en local sur la maximisation des possibilités d'échange grâce à cet outil qui est l'autoconsommation et qui est un concept qui vise à produire et à consommer sa propre énergie. On va l'illustrer tout à l'heure, qui peut être en l'occurrence déclinée à l'échelle collective. Alors c'est une notion qu'on connaît assez bien dans l'univers résidentiel, hein, cette autoconsommation individuelle. Et finalement, il est assez peu connu. Il est assez peu connu ce principe et ce concept à l'échelle d'un quartier où là justement on parle d'autoconsommation collective. Quel a été l'élément déclencheur de ce partenariat et puis qu'en attendez-vous, Eric? Croître et se multiplier, hein, c'est ça que... Alors d'abord, l'élément déclencheur de ce partenariat, pourquoi maintenant? L'élément déclencheur, ce sont les discussions avec Fabien, l'hôtelier dont on parlait tout à l'heure, que je connaissais depuis un moment, qui effectivement a eu d'un coup cette facture annoncée, une grosse menace non seulement sur son résultat, mais carrément sur la survie de sa boîte. On avait parlé smart building parce qu'on a des échanges de cette nature-là, et ça a enclenché comme ça. Moi, ça faisait longtemps que je cherchais à faire quelque chose dans ce domaine-là. Je sais que le smart building, c'est compliqué de rentrer dans du bâtiment pas très gros, que c'est pour l'instant un peu adapté aux gros bâtiments et essentiellement aux tertiaires. Donc rentrer dans de la PME, pas forcément tertiaire, c'était un challenge. Mais si on veut créer de l'adhésion et massifier, il n'y a pas tellement le choix. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait tous les immeubles à la Défense, on n'aura pas résolu le problème globalement. Voilà. On peut les faire quand même. Hein. Oui. Je vous laisse. Il y a du boulot. Voilà. Si on veut réfléchir massification, il faut penser plus petit. Il faut penser à une offre simple. Et malgré tout, il y a quand même des enjeux digitaux qui sont conséquents. C'est-à-dire que ça ne se fait pas sur un coin de table avec un PC dans un garage. Et donc, la nécessité pour moi c'était hors de question moi de faire ça tout seul. Donc, il me fallait effectivement un partenaire capable et légitime, parce que aussi cette capacité, elle doit être reconnue. Alors, ce partenaire capable et légitime, quel a été pour vous l'élément déclencheur aussi de ce partenariat, de votre point de vue? Nous, on n'avait pas la connaissance d'Eric sur les fondamentaux du modèle. Parce que on peut faire de la technique sur plein de choses, mais ensuite, il faut déjà savoir un petit peu où on va. Et Eric nous a apporté cette connaissance et les orientations qu'il fallait qu'on mette en œuvre, déjà sur la gestion du projet, on y reviendra après, et puis après sur les objectifs à atteindre. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, en fait, on a fait pivoter notre plateforme logicielle donc, qui s'appelle KD Convergence. Bon, c'est un nom un peu interne, mais guerrier, mais en tout cas une plateforme qui fonctionne bien. Et on l'a fait pivoter justement dans l'objectif de pouvoir l'implémenter sur un bâtiment, puis 2, puis 3, et poursuivre sur une zone complète le déploiement du projet et pouvoir gérer justement la récupération d'énergie
et puis le transfert d'énergie sur d'autres bâtiments. Donc ce n'est pas trivial, c'est quand même des modèles pas simples en termes d'algorithmes. C'est aussi compliqué que l'intelligence artificielle, même un peu plus, parce qu'on parle d'AI, mais là on parle de gestion partagée d'énergie sur un quartier. Et donc on l'a mis en œuvre, et bon, aujourd'hui ça fonctionne à petite échelle. Et puis nous, ce qu'on espère, c'est faire plein de petites échelles. On ne cherche pas des énormes projets. Hein. Si on peut rester sur des collectivités pour commencer et puis s'échauffer après sur des quartiers d'affaires plus importants et puis ensuite des campus, voilà, parce que bon, nous, notre objectif quand même, c'est de délivrer la promesse. Comme l'évoquait Eric tout à l'heure, ce qu'attendent les clients, c'est des économies d'échelle substantielles sur leurs factures. Donc là, on ne peut pas dire potentiellement il va se passer ci, il va se passer ça. Quand ils reçoivent leur facture, ils reviennent nous voir après, hein, quand même. Donc on a cet enjeu-là de respecter l'engagement, et c'est pour ça qu'on y va progressivement, mais on y va sûrement. Sur le plan de la réglementation, il y avait un terrain favorable à ce que cette pratique se développe. On n'en a pas parlé. Oui, il y a une réglementation qui existe, évidemment. En France, on ne peut pas acheter, vendre de l'énergie, produire de l'énergie comme ça, tout seul, sans frontières. Cette réglementation, elle a évolué un peu récemment, puis elle est encore en train d'évoluer. Dans quelle direction, alors ? Des projets plus gros, Pardon. On est tous enrhumés, hein. On serait tous contaminés en sortant. Vous serez tous ce soir aussi. Une zone géographique plus grande. Ouais. Pardon. Non, ça va aller. Voilà, et notamment des dérogations en zone périurbaine, en rural, qui permettent de faire des collectifs plus larges. Aujourd'hui, c'est 2 km, 10 km et 20 km, les 3 cercles. D'accord. Et la puissance maximale du collectif, qui a été revue à la hausse, qui a surtout permis, elle, d'augmenter la taille des projets. Et c'est pareil, il y a encore du lobbying pour passer aujourd'hui, c'est 3 MW. Crête installée, parce que c'est essentiellement du solaire. Et ça, il y a du lobbying pour passer à 10. Quoi. Ok. L'autoconsommation collective, l'ACC, comme vous l'appelez dans votre jargon, quand on a préparé cette conférence, comment elle peut se décliner aujourd'hui ? De quelle manière elle peut se décliner ? Sous quelle forme ? On l'a constituée comme une offre de service. Voilà, tout bêtement. Sur la base d'un engagement de résultat. Voilà, ça pourrait être une offre d'opérateur, tout simplement. En tout cas, nous, on se positionne en tout cas comme un opérateur de service local au niveau du quartier. Tu peux en rajouter sur... Oui, il y a aussi plusieurs façons en plus de l'offre de service, il y a un ou deux players là qui... Quand on fait un collectif, il faut au moins un producteur et puis des consommateurs. Et on peut mettre un seul producteur, un gros, et plein de petits consommateurs. Et à ce moment-là, on fait pas tellement un circuit court. Ce qu'on fait, c'est un petit producteur énergétique local. Ce qu'on cherche à faire, nous, est plutôt de constituer des cœurs multiproducteurs. C'est-à-dire qu'on cherche d'abord plusieurs producteurs qu'on branche ensemble. C'est virtuel, on ne tire pas de câble. Et on travaille sur la complémentarité de ces productions versus leur consommation. Une fois que ça c'est fait, après on peut imaginer s'il y a trop de surplus, mettre des consommateurs par-dessus. Mais c'est une autre façon d'envisager. Voilà, il y a un peu ces deux écoles là qui se développent. Et on a choisi ça parce que ça insiste sur le côté complémentarité, ça a plutôt tendance à favoriser les toitures que l'artificialisation des sols en faisant des centrales solaires. Voilà, c'est un petit peu plus vertueux. Voilà. Alexandre, vous voulez rajouter quelque chose sur ce qui a été dit sur les contours du partenariat ? Peut-être. Alors sur le contour du partenariat, non en particulier. Peut-être rentrer un peu dans le détail de la façon dont finalement les choses se font. Mais la dimension producteur-consommateur est hyper importante. Je pense que c'est bien ça qu'il faut avoir en tête sur notre modèle. Alors, expliquez-nous ce graphique, parce que moi, j'y comprends rien, donc expliquez. Voilà.
finalement, ce graphique, il résume la façon dont l'énergie va être consommée et va être produite. Donc déjà, à l'échelle d'un bâtiment, là, on voit la courbe noire, c'est une courbe un tout petit peu simplifiée, à peine, de la consommation réelle d'un bâtiment. Donc là, en l'occurrence, l'hôtel de Fabien, de Sassenage. Donc on voit qu'on a des pics à différents moments de la journée. Ça correspond au moment où des fours vont se mettre en place, où des chauffe-eau vont être davantage utilisés. Donc typiquement, là, plutôt le matin et en fin de journée. Et la courbe jaune, c'est la courbe théorique, mais pas tant que ça, de production énergétique. Donc là, en consommation solaire. Donc forcément, ça suit un petit peu la courbe de la Terre, hein, la trajectoire du Soleil. Quand il n'y a pas de soleil, par définition, on n'a pas de production ou peu de production. Et puis quand il y a plus d'ensoleillement, on a plus de production. Donc on voit qu'on a plutôt une courbe qui est cette courbe jaune. Et l'enjeu, il va être de dire, si on ne fait rien, eh ben, on va avoir un moment donné où on va avoir de la surconsommation, c'est-à-dire qu'on a besoin de consommer parce qu'on ne produit pas. Puis à un moment donné où on va produire plus que ce qu'on consomme, donc on va avoir de la surproduction. Donc ça, c'est si on ne fait rien. Le slide, je crois, juste après, si je ne me trompe pas, voilà, il montre déjà ce qu'on peut faire avec du pilotage. Donc en pilotant, c'est-à-dire en décalant certains postes de charge à certains moments de la journée, on va chercher à finalement combler les creux et puis écréter. Et malgré tout, même en faisant ça, on s'aperçoit qu'à un moment donné, on a toujours de la surconsommation, on a toujours de la surproduction. Donc pour aller le cran d'après, c'est là de faire jouer le jeu de ceux qui produisent et ceux qui consomment. Ce n'est pas exactement au même moment. Et là, on va pouvoir encore aller un peu plus loin, encore combler un peu plus les creux et encore écréter un peu plus. Et bon an, mal an, si on met ça en chiffres, ça veut dire quoi? C'est que si on réfléchit en termes de ROI, en mettant en place une solution de type autoconsommation pure sur un bâtiment, on avait des ROI calculés de l'ordre de 6 à 7 ans. En étant en autoconsommation collective, c'est-à-dire dès qu'un nouvel acteur entre, donc c'est-à-dire là, avec 2 bâtiments, on tombe à entre 5 ans et 6 ans. Et plus il y a d'acteurs dans le modèle, et plus ça permet d'avoir un équilibrage et quelque part de se soustraire de l'énergie tirée sur le réseau. Donc abaisser le ROI. Plus il y a d'acteurs, producteurs. Parce qu'on peut mettre des consommateurs tant qu'on veut. En fait, là ce qu'il faut, c'est en gros mettre le plus possible de membres dans le collectif et le plus possible de membres différents. On a intérêt à avoir un collectif hétérogène, en fait. Voilà. Ne serait-ce que parce qu'un hôtel, par exemple, c'est ouvert 7 jours sur 7, que ça consomme tous les jours, que l'imprimerie qui est à côté, qui va bientôt rejoindre, elle est fermée le week-end. Et donc, l'hôtel est bien content d'acheter l'énergie de l'imprimerie le week-end. Alors, on va revenir sur l'exemple de Sassenage dans la 3e partie de cette conférence, et on va s'attacher à comprendre un petit peu les problématiques de cet hôtelier et aussi ce que l'autoconsommation collective, pas facile à dire, ouais, c'est pour ça que vous avez fait un acronyme, mais à générer pour lui et pour son quartier. Mais d'abord, peut-être avant, les contraintes de l'ACC. Il y en a bien des contraintes. C'est lesquelles? Quels sont les freins au développement de l'ACC? Le premier, c'est que c'est plus dur de motiver un collectif qu'une personne. Il faut en trouver. Un collectif, il faut être au moins 2 pour le faire. Donc déjà, il faut trouver 2 volontaires. Il faut convaincre plusieurs personnes. Oui, c'est ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des hésitations sur le fait de se lancer à plusieurs sur le long terme qui peuvent générer. Voilà. C'est à peu près tout. Après, c'est des contraintes qui sont plus des contraintes liées au solaire classique qu'on découvre au fur et à mesure qu'on avance. C'est-à-dire qu'on peut descendre des ROI théoriques à 3 ans. C'est 3 ans à partir du moment où on a eu l'accord d'Enedis, qui lui, on peut en prendre 2. Donc voilà. Donc, oui, ça peut prendre moins, mais ça peut être plus long. Donc voilà, ça fait partie des contraintes. Il faut naviguer avec la réglementation qui n'est pas encore tout à fait mature non plus, je crois, en fait. C'est ça le problème. Donc on a ça. Et puis après, voilà, un collectif, ça ne se gère pas exactement pareil qu'une relation client classique, quoi.
Sur l'échelle, est-ce que vous envisagez de passer à l'échelle? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plein de petites échelles, en fait. Est-ce que quand et comment envisagez-vous de passer à l'échelle pour ce concept et ce procédé de ACC? En réalité, d'un point de vue offre et solution, on est déjà prêt. Okay. Puisque sur ce premier projet, nous avons déjà mis en place une plateforme. Parce qu'objectivement, c'est le seul moyen, même si Eric disait qu'il n'y a pas trop de freins, en réalité, il y a quand même une réglementation qui est lourde. Il faut mettre en place, sans rentrer en détail, une personne morale organisatrice. Il y a tout un process de communication avec Enedis. Et tout ça demande une grande traçabilité et un fonctionnement quasi temps réel, puisqu'on est sur des pas de temps de 30 minutes. Donc il faut quand même gérer tout ça. On ne peut pas le gérer sans un outillage. Et là, c'est l'avantage côté Cardam Digital, c'est qu'on avait déjà un outillage pour faire du pilotage, on avait déjà un outillage pour faire tout le suivi et toute la traçabilité. Et là, quelque part, on est... Alors oui, on le met en œuvre et on le teste réellement grandeur nature sur Sassenage, mais on va être prêt, on est prêt à faire des déploiements, je dirais, en masse. On n'a pas de problème d'industrialisation. En fait, quand je parlais de partenaires capables et légitimes, le côté capable, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'avais en tête d'y aller avec des gens qui étaient capables de passer à l'échelle. Et ça nécessite des investissements dans le domaine du digital. S'il faut le faire de zéro, ça marche pas. Et donc, l'idée, c'est que Cardam a déjà cette infrastructure digitale parce qu'il gère les bâtiments. Et que du coup, on récoltait des données, les mélanger, les stocker, en assurer la sécurité, les identifier, les localiser, etc. C'est quelque chose qui est déjà prêt dans l'architecture. Donc il y a eu un pivotement, comme disait Pascal, mais c'est un pivotement, c'est pas une construction de zéro. Donc voilà. Est-ce que l'Europe pourrait devenir un terrain de jeu sur ce sujet de l'autoconsommation collective? Je ne sais pas pourquoi on se limiterait à l'Europe, mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, on va parler plus généreusement de ce projet et de ses retours d'expérience. Alors, Pascal Zeraté, je vais vous citer. Vous avez vu, je vous cite. Hein. C'est bien, franchement. Partout dans les territoires, les entreprises ont la même problématique de devoir réduire leur facture énergétique. Juste là, tout va bien. Cette offre conçue avec Wise Energy est une belle occasion pour les équipes de Cardam Digital d'ajouter une brique amont à leur expertise reconnue en matière de pilotage énergétique du bâtiment. Ceci nous permet d'accompagner de manière holistique ces organisations qui doivent désormais répondre avec pertinence à de nombreuses contingences économiques, environnementales et sociétales. Alors, revenons un peu sur ce projet de Sassenage, d'un premier projet pilote qui a été déployé en Isère, donc, avec un atelier restaurateur. Celui-ci a décidé de franchir le pas alors qu'il arrivait en fin de contrat, je crois, avec son fournisseur d'électricité. Que faut-il retenir de cette première expérience? Les choses réussies, les choses pas réussies. Quelle est la suite du programme? Et puis, comment voyez-vous ce nouveau marché? Allez, lançons-nous dans 5 ans. Quel est le ROI? Toutes ces questions légitimes que nous posons et nous vous posons. Qui parle? Alors, d'abord, un collectif, c'est vivant. Et donc, l'expérimentation, elle est en cours. C'est-à-dire qu'on parle de l'hôtelier parce que c'est le premier, mais dans un collectif, il faut être 2, donc il y a un petit bout de garage avec. Donc, il avait la chance de lui appartenir, donc ça nous a aidé. C'est 2 structures juridiques qui ont démarré comme ça. Ça a permis de lancer les choses. D'autres sont en cours sont en train de rejoindre le collectif. Et Qui alors, on a un imprimeur qui va à 400 mètres. Il y a une usine qui fait de la usinage métal. Okay. Et puis, il y a un fabricant de cheminées qui a une activité saisonnière qui est à côté aussi. Et ça, c'est des gens qui vont ajouter, et ce sont des producteurs, donc c'est des gens qui investissent également. Un des premiers intérêts, bénéfices, surprises, heureuses de lancer le collectif, c'est que je parlais au tout début d'adhésion, c'est-à-dire de travailler avec de l'adhésion. Et effectivement, le commercial de ce projet-là, c'est le restaurateur.
Alors, il a la chance, ils viennent tous manger chez lui, les patrons d'à côté, donc il les connaît. Et il a bien compris que plus il y avait de gens dedans, plus c'était intéressant pour lui et pour eux. Et donc, voilà, parce que le passage à l'échelle, il y a un passage à l'échelle technique qui est déjà prêt. Et puis il y a un passage à l'échelle marketing, commercial, qui est à construire. Et on voit que ça, c'est la marque de quelque chose qui peut progresser en tâche d'huile. Donc, la première graine est un peu compliquée à semer, mais par contre, ça se développe derrière, pas tout seul, mais plus facilement que les premières graines, quoi, autour. Et on peut imaginer de construire aussi des passerelles, parce que là, vous parlez de petits bâtiments. Est-ce qu'on peut imaginer passer de petits à grands bâtiments? Alors, sur cette opération ou sur d'autres, je ne sais pas si vous en avez d'autres dans les tuyaux sur lesquels vous travaillez ensemble. Ils en ont beaucoup plus que moi. Oui, mais, alors, bien sûr, on peut. Alors, déjà, grand bâtiment, ça ne veut pas dire un bâtiment avec beaucoup de toiture sur lequel on peut mettre beaucoup de panneaux. Ça peut simplement être un bâtiment de 15 étages. Donc, bien sûr qu'on peut faire ça. Il y a quand même une limite de puissance du collectif qui ne peut pas être dépassée, ce qui fait que, pas très loin de cette opération-là, il y a le siège social d'Arémont, grosse TI française. Eux tout seuls, ils vont produire plus que la limite d'un collectif. Donc voilà, ça c'est un peu la limite. Rien que leur parking, il doit avoir 2 hectares. C'est bon. Voilà, donc on ne peut pas rajouter des surfaces de cette taille-là, mais on peut faire grossir quand même pas mal. Sur la base oui, on peut faire plus gros que ce qu'on a fait là. Et après, il suffit aussi de multiplier les collectifs. Et en matière de ROI, sur le plan financier, qu'est-ce qu'on dit? On dit la vérité toujours. Mais du H, quelque chose. Alors, on dit que les simulations, parce que pour l'instant, les simulations à 5-6 membres dans le collectif produisant à peu près dans les quantités raisonnables et qui correspondent aux gens qui vont rallier le collectif, on descend bien en dessous de 5. Ça vous inspire quoi alors les uns et les autres? De l'espoir. Et puis c'est intéressant parce que pour le financement, donc ça offre des possibilités de financement, de prêts bancaires, de leasing, de choses comme ça. Un retour sur investissement à 5 sur des panneaux qui produisent. Et avec un financement qu'on peut faire sur 10, ça veut dire rentrer de l'argent en cash tout de suite. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce ROI, à part de l'espoir? En fait, alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle avec des entrepreneurs. Donc, des patrons de PME qui tiennent reine courte leur trésorerie, leurs commandes, leur business. Voilà, on ne discute pas avec des grands groupes du CAC 40, ce qui est dommage d'ailleurs, mais là, ça viendra effectivement. Mais ce sont effectivement des collectifs qui sont très conscients que l'union sur ce sujet-là leur permet de faire des économies importantes. Donc c'est le côté sympa du modèle, parce que, en fait, comme on touche directement le porte-monnaie de ces acteurs, là, ils arrivent tout de suite à se mettre d'accord. Là où nous, on aimerait passer à l'échelle, c'est au niveau du secteur tertiaire, sur des grands campus. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de smart building sur des campus, sur des grands bâtiments, voilà, on nous parle de parking, on nous parle effectivement de parking avec des toitures où on pourrait mettre de la cellule photovoltaïque. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Ce sujet-là, aujourd'hui, n'est pas mûr. Ce sujet-là, aujourd'hui... Alors, on en est où dans la maturité? Nulle part. Sur le secteur tertiaire, la dimension pilotage énergétique en fonction des usages, ça commence tout juste à émerger. Moi, j'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on en parle. Mais oui, on en parle. Mais il n'y a pas beaucoup qui font. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça commence tout juste à émerger. On a aujourd'hui, nous, des clients qui nous ont choisis pour le faire. Mais on n'est pas face à un raz-de-marée. Aujourd'hui, vous prenez rien qu'un bâtiment tertiaire, enfin le secteur tertiaire en France, il doit y avoir 6% de GTB qui fonctionne.
Donc ça fait le bonheur des fournisseurs industriels, dont notre grand partenaire Schneider, hein, que je salue au passage. Mais aujourd'hui, voilà, ça s'arrête là. Et puis, si vous regardez les grands groupes, il y en a peu qui savent exactement ce qu'ils consomment en matière d'énergie. Maintenant, les grands campus, quand ils vont devoir se monter, quand on va devoir aller chercher du pilotage énergétique en fonction de l'usage, etc. Donc on était à 0 en 2022, ça frétille en 2023. En 2024, je pense que ça va se réveiller un grand coup parce que l'énergie ne baissera pas. Ça, c'est important de le dire. C'est que dans le modèle d'autoconsommation collective, il y a une hypothèse de base, c'est que l'énergie ne va pas baisser. Et avec le temps, ça se confirme. Et tout le monde nous le dit. Accélérer le pilotage énergétique. Malheureusement, on parle de politique ESG, on parle de tout ça. Quand on touche le porte-monnaie, ça va beaucoup plus vite en fait. Hein. Donc là, ça part d'une petite initiative de quelques entrepreneurs. Ça va se généraliser. Je crois qu'il y a à peu près 200 projets d'autoconsommation collective en France. Bon, donc ça va progressivement s'accélérer de manière exponentielle, puisque de toute façon, l'opérateur d'énergie, lui, va pousser ce modèle également. Il est obligé de le faire si on veut atteindre nos objectifs fixés au niveau du pays. Ce premier projet pilote, il est achevé, il va y avoir une suite, enfin, vous en avez d'autres dans les tuyaux, vous réfléchissez, ce partenariat, il va vivre dans le temps au travers d'autres projets? Alors déjà, nous, on est engagés sur la plaque de Sassonage, donc effectivement, il y a d'autres membres qui vont venir s'y joindre. Enfin, je te laisse poursuivre. Oui, on en a. Alors, dans le futur très très proche, là, il y a les partenaires dont on a parlé qui vont rejoindre celui-là. Il y a d'autres collectifs qui sont envisagés pour lesquels. Alors, il faut deux qui s'engagent à la fois pour faire le premier collectif. Donc, on n'est pas loin là d'en avoir deux autres collectifs, donc 4 sur Rhône-Alpes encore. Il y en a qui démarrent sur des plus petits formats avec des collectivités locales. Pour le coup, je travaille avec des collectivités locales, mais alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus petit, donc c'est un peu. Mais quand on fait 3, 4, 5 communes, ce qu'on peut espérer, c'est que derrière, il y en a une plus grosse qui se réveille et que là, on puisse mobiliser le partenariat pour faire des choses un peu plus d'ampleur et mixer sur du bâtiment public les mêmes logiques. Il y a un collectif qui pourrait démarrer à Compiègne dans pas très longtemps. Pareil, oui, ça frétille. Ça frétille quand même. C'est pas non plus, c'est pas l'ébullition. Non. Alors non, c'est pas l'ébullition, mais en même temps, contrairement au groupe du CAC 40 qui sont capables de parler pendant plusieurs années d'un même sujet sans faire beaucoup. Là, alors c'est leur pognon, hein, les gens les patrons de PME avec lesquels on discute. Donc ils sont un peu plus regardants sur la façon dont ça rend tout de suite. Mais par contre, ils sont capables de l'investir en 2 mois, quoi. Et donc ça peut aller plus vite. Voilà, ça peut aller plus vite. Alors vous avez dit 200 projets d'ACC en France. Est-ce que vous y croyez, Alexandre? Ça vous semble un chiffre qui est réaliste? Et puis aussi, qu'est-ce qu'il en est ailleurs que la France? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est dans les clous? Alors pour ce qu'on en connaît, en France, ce sont les chiffres officiels, sauf s'ils sont truqués, mais c'est les chiffres qui sont donnés par Enedis. Donc tout est faux, tout est truqué. On va partir du principe complot que ces chiffres sont justes. Pour ce qu'on en connaît aussi autour de chez nous, parce qu'on a commencé à regarder en Suisse, parce qu'il y a on aimerait bien déployer là-bas, la réglementation ne l'interdit pas, mais elle est moins avancée que la nôtre, puisque en France, il y a quand même un gestionnaire de réseau, Enedis, qui opère, on va dire, 80% du territoire, et puis il y a encore quelques concessions, telles que Grenoble, justement, où il y a un gestionnaire privé. En Suisse, il y a plus de gestionnaires. Voilà, il y a un gestionnaire à Grenoble, il y a un gestionnaire à Genève, ainsi de suite. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Le Luxembourg aussi se pose des questions. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de pays européens qui seraient plus en avance que la France. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est que cette démarche-là, on va la retrouver un peu dans tous les pays.
Si on fait un parallèle entre l'autoconsommation individuelle dans le résidentiel qu'on connaît tous et sur lesquels on est assez au fait, en fait, non et l'autoconsommation collective, est-ce que vous pensez que ça va suivre le même chemin ou est-ce qu'il y a une autre, ou est-ce que ça va avoir du mal à se développer le marché? On peut l'estimer à quoi dans 5 ans? Sûrement plus que ce qu'on arrivera à en attraper. Ça, il va se développer plus vite que nous, que nous on pourra courir après. Ça, c'est presque certain. Un des arguments qui a été attrapé par les PME avec lesquels on a travaillé et que, en tout cas moi personnellement, j'avais pas vu venir tout de suite, au-delà du retour sur investissement et de la viabilité de l'investissement, il y a un argument fort, alors qui arrive en deuxième quand même, et qui est aussi un argument qui est repris par les... J'ai vu une étude sur les petites communes de France qui avait cet argument-là également, sur l'autonomie par rapport aux fournisseurs. C'est-à-dire que la CC rajoute, quand on fait de l'autoconsommation individuelle, tout ce qu'on arrive à autoconsommer, voilà, le tarif n'est plus fixé par le fournisseur, il est fixé par l'investissement que vous avez fait. Dans l'autoconsommation collective, il y a ça, plus ce que vous arrivez à vous échanger entre membres du collectif, c'est pareil, c'est un tarif que vous avez négocié entre vous. Ce qui permet de conférer à ce tarif une stabilité et une confiance qu'on n'a pas vraiment. En tout cas, visiblement, c'est un gros plus qu'on n'avait pas. Voilà. Alors, du coup, pour répondre à votre question, je me dis que des pays type Italie ou des pays où la confiance par rapport aux fournisseurs, les États-Unis par exemple, est pas bonne, ça doit être des nids pour développer ce genre d'offre-là. Voilà. Pascal, peut-être que vous voulez amorcer la conclusion de cette conférence en répondant à cette question sur, en France, ailleurs, autoconsommation individuelle, autoconsommation collective. En fait, pour nous, l'autoconsommation, individuelle, c'est difficile à dire ce mot. Il faut s'entraîner. Moi, je me suis entraînée dans ma glace ce matin plein de fois. Voilà. Donc, je me suis réveillée un quart d'heure avant. L'autoconsommation collective, en tout cas, pour nous, c'est vraiment le premier biais du Smart City. C'est quelque chose, comme je l'avais évoqué dans mon petit texte, qu'on va embarquer dans notre solution globale de Smart Building, puisque de toute manière, il semble inéluctable que le bâtiment, dans son usage actuel, va devoir évoluer d'une manière ou d'une autre vers plus d'efficacité et échanger avec plus. Alors on va parler de la data demain, mais on va échanger de la data avec d'autres bâtiments, on va travailler sur la mobilité, on va travailler sur, on va dire, la qualité de vie dans le quartier. Mais le sujet de l'énergie est un sujet prégnant et celui-là va aussi être embarqué mécaniquement. De la même manière qu'on a utilisé nos plateformes de Smart Building pour faire l'autoconsommation collective, eh bien, on va devoir aussi l'implémenter sur notre modèle de façon plus large. Et puis, il va y avoir de toute manière cette prise de conscience progressive, mais qui va être effectivement exponentielle. On le voit sur le Smart Building, il ne se passait rien en 2022, il se passe beaucoup plus de choses en 2023, et en 2024, il va y avoir encore beaucoup plus de choses. Donc, à quoi il va falloir être attentif en 2024? Quels sont un peu les lignes forces, les traits saillants, les sujets? Déjà, l'augmentation du coût de l'énergie. Ça, alors là, c'est un très bon indicateur. Je pense que mécaniquement, la courbe qui définit le nombre de projets en fonction de l'augmentation du coût de l'énergie est une courbe ascendante. Alors, je ne sais pas si elle est exponentielle ou linéaire, mais en tout cas, elle est ascendante. Ensuite, il faut bien savoir une chose, c'est qu'on va chercher à électrifier davantage pour diminuer l'empreinte carbone des quartiers d'affaires et des quartiers tout court. Et l'autoconsommation collective est un bon moyen de le faire. Donc on est dans une démarche qui est vertueuse. Et là, pour le coup, le système va dans le bon sens, si je peux le dire comme ça. Et puis, Alexandre. Et puis il y a quand même des décrets, c'est-à-dire le législateur a
propose et impose un certain nombre de décrets tertiaires, décrets BACS. Alors comme toujours dans les décrets, il y a des dates pour les mises en application qui sont souvent un petit peu lointaines. Ou repoussées à chaque fois. Pas forcément repoussées, mais on parle de 2025, on parle de 2030. Sans sanction. Donc ça peut donner l'impression à certains de dire oh, c'est encore loin, finalement je m'occuperai de ces problèmes-là plus tard. Sauf qu'on s'aperçoit que les sujets sont posés sur la table, que ces décrets ils sont posés, que oui peut-être ça sera repoussé de 2 ans, peut-être, mais ça ne change pas grand-chose, que ça soit 2025 ou 2027, ça va arriver. Et quand on a finalement attendu 2 ans de trop, bah, c'est quand même 2 ans de perdu. Donc de toute façon, ça va arriver. Alors peut-être, comme on dit, hein, c'est quand on se rapproche du mur qu'on voit le mieux le mur, donc très bien. Mais de toute façon, il va arriver ce mur. Vous trouvez qu'il y a une prise de conscience qui n'est pas là sur ces sujets ? J'en sais rien, c'est pas à moi de statuer sur ces sujets-là. Il faudra en parler plutôt politique. Et puis, mais ce qui est sûr, c'est que ça va arriver. Ça, nous, on le voit de plus en plus, et ce sont des sujets où il y a clairement une envie de faire les choses. Alors, c'est vrai que pour les décideurs PME, c'est peut-être plus simple. Mais ça arrive, c'est sûr. Eric ? Il y a plusieurs choses. Il y a l'augmentation du coût de l'énergie, évidemment. La capacité en échange. Je ne sais pas si l'ACC est le modèle réglementaire de demain. Par contre, la capacité, fournir la capacité à 2 bâtiments d'échanger de l'énergie et de fournir la capacité à un bâtiment d'échanger de l'énergie avec son parking ou la voiture qui est garée dedans, je pense que ça, c'est pas quelque chose, ça va pas s'arrêter, ça va pas freiner, ça va vraisemblablement augmenter plus vite que ça augmente aujourd'hui. Voilà, donc cette capacité que le bâtiment intelligent donne ou peut donner à faire ces échanges et à gérer une éventuelle précarisation de la ressource, ou en tout cas un renchérissement qui aura le même effet. On a intérêt à le préparer le plus vite possible, quoi. J'en suis persuadé. Alors, il nous reste un peu de temps pour des questions. Est-ce que quelqu'un dans la salle a des questions ? Super, j'adore. Merci. Voilà, allez-y. Bonjour, merci pour la présentation. Je m'appelle Julie Ginesti, je travaille pour Paris et Métropole Aménagement. Et j'avais quelques questions, notamment pour Wise Energy. Je n'ai pas bien compris quel était votre rôle précisément dans le projet global d'autoconsommation collective en tant que conseil, investisseur. J'ai pas très... Et j'enchaîne sur toutes mes questions, je vous fais la liste de courses si ça ne vous dérange pas. Et je me demandais dans l'organisation, la constitution de cette PMO, quel rôle vous, 2 entreprises, avez joué ? Est-ce que vous continuez à jouer un rôle à l'intérieur de cette structure-là ? Et dernière question, vous avez dit que le ROI passait en dessous de 5 ans à partir de 5-6 producteurs, mais en termes de production, kilowatts crête, ça représente combien ? Merci. Alors, c'est pas lié. Alors, qu'est-ce que je fais ? La première question, quel est votre rôle ? Qu'est-ce que je fais, moi, ouais. Alors, moi, je fais de la détection d'opportunités, des études de rentabilité. Donc, en gros, j'amène les clients. Voilà, j'ai démarré ça localement. J'ai formé un petit peu, pour l'instant, les commerciaux de Cardam aussi, parce que si on veut passer à l'échelle, ça ne sera pas avec moi tout seul. Donc voilà, et voilà, donc je fais des simulations de capacité de production, de capacité d'échange, etc., etc. Voilà. Ensuite, la deuxième question, c'était sur la PMO. On travaille avec des patrons de PME, et les patrons de PME, ils ont le temps de faire rien. Ils sont complètement focalisés sur leur business, et donc il faut leur apporter des choses clés en main. Donc la PMO, on leur amène des statuts, on propose les statuts, on simule les tarifs d'échange et on leur propose de fixer dans le marbre ces tarifs d'échange. Et voilà, donc en fait, on l'organise pour eux. On ne peut pas être la PMO. C'est réglementairement pas possible. Alors on peut être membre de la PMO. Il n'y a que 2 entités dans la réglementation en France qui peuvent être des PMO à elles toutes seules, c'est les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux. Voilà. Donc là, c'est vraiment un collectif. Alors la forme d'une PMO, elle est laissée libre. Donc le plus simple, c'est de faire une association. Donc on arrive avec des statuts d'association tout faits, des règles tarifaires, les contrats, préparer les contrats de rachat par les fournisseurs, parce qu'ils n'ont pas forcément tous les mêmes fournisseurs, etc.
on fait ça. Enfin, la dernière question, elle était sur la rentabilité à 5 ans. Quelle puissance crête il faut pour arriver à une rentabilité qui descend en dessous de 5 ans? En fait, c'est pas lié. Parce que ça peut très bien être, on peut faire une homothétie pour entre 500 kg et 5 mégas. C'est juste, c'est la complémentarité des différentes consommations des acteurs qui va faire on va faire descendre le ROI. Donc en fait, c'est pas tellement le nombre que la complémentarité. On aurait deux acteurs qui seraient complètement, qui auraient des consommations complètement opposées. Ça pourrait à deux faire le taf. Ça n'arrive pas. C'est statistiquement très improbable. Par contre, à 5-6, ça devient très jouable. Voilà. Par contre, si vous faites 5 fois le même, 5 immeubles de bureaux, 5 garagistes ou 5, peu importe, ça va moins se complémenter. Voilà. Il y avait d'autres questions dans la salle. On en profite. Monsieur, un micro arrive. Bonjour, Olivier Petit, Europe. Ce que vous m'avez présenté correspond à notre conviction de maître d'œuvre. La question n'est que sur le contrat de service. Est-ce que ça correspond à un marché, l'équivalent d'un marché de performance énergétique, de quartier ou de... Alors, non. Pour le coup, c'est simple comme réponse. Ça ne correspond pas à un contrat de performance énergétique. Par contre, ça peut être complémentaire à un contrat de performance énergétique, puisque là, l'objectif n'est pas de fixer par contrat des objectifs précis, mais c'est d'optimiser au maximum une consommation locale au sein, donc la PMO, la personne morale organisatrice, donc les différents membres de ce groupement-là, avec comme objectif pour ces différents membres de diminuer au maximum leur dépendance à une ressource externe d'énergie. C'est ça l'objectif. Alors après, bien évidemment, au sein de la PMO, il est tout à fait possible de se fixer des objectifs entre les membres. De dire, on fixerait d'être indépendant à 50%, à 60%, à 70%. Il y a deux optimisations fondamentales qui peuvent être apportées par l'intelligence du bâtiment. Il y a une optimisation intra-bâtimentaire et une optimisation inter-bâtimentaire. Ça, je peux décider de déplacer mon chauffe-eau, ce qu'on montrait sur la courbe tout à l'heure, de dire, j'ai 2-3 charges mobiles que je vais faire coïncider plus avec ma courbe de production. Ça, c'est la première option, c'est intra-bâtimentaire. Et puis après, il y a la même en inter-bâtimentaire, c'est mon voisin va déplacer sa charge, ça reste à l'intérieur de sa zone de production, mais par contre, ça va lui faire que la bosse correspondra à un creux de production pour moi et réciproquement. Voilà. Alors le premier, ça peut rentrer dans un CPE, le deuxième, c'est plus compliqué parce que... Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question. Voilà, devant. Bien, parfait. Est-ce qu'il y a un nombre minimum de producteurs ou est-ce que ça peut être juste un pour un collectif et des ratios aussi entre la production et la consommation? Non, c'est complètement libre. Les quelques contraintes, alors les contraintes, elles sont simples. En zone urbaine, il ne peut pas avoir deux membres du collectif qui soient distants, dont le point de livraison est distant de plus de 2 km, vol d'oiseau. La totalité de la production du collectif ne doit pas excéder 3 MW crête. Tous les membres du collectif doivent être regroupés au sein d'une personne morale organisatrice dont la structure est libre. La structure juridique est libre. C'est quasiment tout ce qu'il y a. Et s'il y a, au moment où il y a des pics de production, comment ça se passe pour le délestage? Ou est-ce qu'il y a du stockage? Alors, le surplus du surplus, en fait, il faut voir l'autoconsommation collective comme la cerise sur le gâteau par rapport à l'autoconsommation individuelle. Donc en fait, c'est un surcontrat par rapport à l'obligation d'achat. Donc le surplus du surplus est vendu pas aux voisins parce qu'il y en a plus qui peuvent acheter, mais aux fournisseurs. Voilà, si c'est ça la question du surplus. Et non, on ne peut pas additionner. C'est comme le disait Alex tout à l'heure, c'est instantané. Il n'y a pas de stockage virtuel. Alors on pourrait mettre des batteries en plus, mais il n'y a pas de stockage virtuel au sens où on peut pas dire ce que j'ai surproduit à 15h, je te le vends à 17h30. Non.
Il faut que ça soit synchrone. D'où la nécessité de calcul des serveurs. J'ai une dernière question sur le financement. Qui c'est qui finance ce genre de projet, à part les banques? Est-ce qu'il y a des organismes en plus? Et est-ce qu'il y a des aides? Comment ça se passe? Bonne question. Ouais, alors c'est vrai que de plus en plus, des tiers financeurs sont intéressés pour ces sujets qui sont des sujets dits green. Donc là, nous, on a vu deux... Enfin, bien sûr, ça peut être de l'autofinancement. Ça peut être... là, on a vu du crédit bail, enfin, des banques. Et ça peut être aussi... on a vu des solutions plutôt de financement sous forme d'un mode locatif. Donc vraiment, voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs solutions en fonction, qui sont forcément vues au cas par cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, je vous propose de conclure cette conférence. On a genre 3 minutes d'avance. C'est un exploit. Voilà. Merci beaucoup à vous. C'est très intéressant. Merci.